Bonjour Christian. Alors, bonjour. Bonjour Yael. Du coup, on va faire une petite interview pour Compagnon Nation sur votre passé d'artisan. Et pour ça, je vais vous poser quelques questions. D'abord, j'aimerais savoir ce qu'était exactement votre métier à l'époque. Mon métier était donc staffeur ornemaniste. En quoi ça consiste précisément? C'était de travailler avec le plâtre, la matière le plâtre, et de faire toutes les décorations d'antan, les plafonds, les corniches, les colonnes, et les moules, et la création artistique à la demande. Et vous avez fait ça pendant combien de temps? J'ai fait ça pendant 11 ans, avec un diplôme. C'était justement la prochaine question, c'est quelle formation vous avez faite et qu'est-ce qu'il faut comme formation pour atteindre ce type de métier? Alors, à l'époque, il y avait deux solutions, le CFA, donc en alternance, et donc une école d'art, dont celle que j'ai choisie, l'école d'art. Et c'est sur combien de temps cette formation? C'était sur 3 ans, qui est pas suffisant, mais on peut l'exercer encore plus, aller plus loin. Et vous étiez employé ou à votre compte à ce moment-là? J'étais salarié pendant toute cette période et j'étais sur le point d'ouvrir mon atelier, mais c'était un peu plus compliqué là. Et ça se passait comment ce métier au quotidien, etc. Les conditions de travail, ce genre de choses? Les conditions de travail parce que je dis été, parce que c'est plus les mêmes qu'aujourd'hui. C'était du coup le bâtiment. Il faisait partie des métiers du bâtiment, mais qui était le métier artistique du bâtiment. On était vu d'une autre façon par rapport aux architectes, aux décorateurs. On travaillait dans des beaux endroits. Il fallait quand même aussi avoir le budget pour se permettre un travail de staffeur. D'accord. C'était pas à la portée de Donc voilà, c'était quand même un cadre de travail qui était assez joli quand même. Et la société, enfin votre employeur, vous savez, comment il trouvait ses clients ou comment les clients venaient à cette société? En fait, il n'y avait pas beaucoup. En fait, c'était quand il y avait un plafond de cassé ou une corniche de Louis XVI, il n'y avait pas énormément de solutions. À l'époque, moi j'ai travaillé, donc il n'y avait pas le placoplate, il n'y avait pas toutes ces matières synthétiques. Et du coup, là, il y avait beaucoup d'enseignes de staff. Et c'était un métier renommé, il est renommé dans le monde entier. Et du coup, on faisait appel à ces entreprises-là, puisqu'on était vraiment spécialisés pour refaire ces corniches, ces colonnes et ces ornementations. Donc c'était un marché un peu serré en fait, il y avait quelques entreprises spécifiques qui faisaient ça, et c'est tout en fait, il n'y avait pas trop de concurrence. Du coup, quand ce besoin arrivait de ce genre de réparation, on faisait appel à votre société. On faisait appel automatiquement à un staffeur, parce qu'on était capable de recréer la feuille qui manquait sur les corniches, de reproduire, puisqu'on moulait du coup les rosaces des monuments de Paris, des hôtels de Paris, des grands hôtels. Et donc il y avait aussi cette qualité, ce gage de qualité, où on devait faire appel pas à de la main d'œuvre qui n'était pas là de toute façon, qui n'était pas encore là sur le marché. Et c'était vraiment un métier emblématique du bâtiment. Il est très rare aujourd'hui. Il doit rester une ou deux boîtes, je pense. Mais à l'époque, on ne pouvait pas se tromper et il fallait aller voir en fait ce corps de métier et ces entreprises installées. Et vous aviez du contact avec les clients chez qui vous faisiez ce genre de réparation? Parfois, donc, quand c'était des grands hôtels et tout ça, donc on avait affaire au directeur de l'hôtel, on avait affaire à l'équipe qui gérait de décorateurs, d'architectes, c'était souvent le cas. Donc d'avoir affaire et de parler directement avec l'architecte et le décorateur, ce qui était vraiment super intéressant. Un métier boudé puisqu'il était du bâtiment, malheureusement, mais c'était un métier déjà confortable. Je le recommande s'il est possible encore de le faire, avec une ouverture d'esprit. Et du coup, le client, lui, venait pour quelque chose de particulier. Et souvent, on avait du coup les propriétaires des grands appartements parisiens ou suisses ou quoi que ce soit, où j'ai travaillé un peu partout, qui venaient directement vous démarcher et ils venaient voir comment vous travaillez sur place, et on avait quand même ce rapport avec le client. D'accord.
Donc en fait, et comment vous qualifieriez du coup cette relation avec le client? C'était amical, agréable, très professionnel? Comment ça se passait? Trop Oui, exigeant? non, ça, ouais. Alors ça dépend, tout dépend des clients. Quand vous avez un Qatar, Ouais, j'imagine. un Qatari, c'est pas la même chose. Il veut ça et c'est tout, terminé. Mais souvent, du coup, on avait affaire à l'architecte ou au décorateur d'intérieur, où lui avait une exigence de son client et du coup c'était pareil, le rapport était je veux ça et c'est terminé. Quand c'était plus privé, dans des endroits, des petites maisons particulières ou quoi que ce soit, on avait quand même, moi j'ai eu des contacts quand même privilégiés avec des clients. Il faut savoir aussi amener la parole. Il faut savoir, voilà, il faut garder une petite part de social, même si aujourd'hui je ne suis plus là dedans. Mais j'ai toujours la part de clientèle où on a le un discours client qui doit être cordial et bon enfant. Et du coup, tout se passe bien sur la relation projet et chantier. Donc en tant qu'artisan, vous diriez que c'était une qualité, ça fait partie des qualités aussi d'avoir une bonne relation client, d'être capable d'apporter la conversation, le sourire, voilà, enfin la bonne ambiance, on va Oui, dire. oui, oui. Et je pense qu'il faut garder et conserver le social, le lien social entre clients, même s'il est un peu perdu du coup dans l'artisanat, au détriment de grosses productions ou grosses industries. Mais je pense que du coup, on a envie quand même de conserver, il faut conserver ce lien social qui permet dans moi aujourd'hui, le métier que je fais aujourd'hui, que j'ai développé par rapport à l'art et la décoration, ça en découle quand même un petit peu, qui permet la signature de certains projets, de certains contrats, ce lien social avec le client. Voilà. Et vous diriez qu'il y avait jusqu'à un lien de confiance entre le client et la société, ou même les ouvriers, artisans, qui faisaient ce genre Il de faut, métier? ouais, du coup, il y a la confiance. Oui. Du coup, ça amène ce lien du coup social avec le client amène la confiance et le résultat du projet, la qualité du bon artisan et du bon ouvrage à la fin euh, permet de ne pas rompre la confiance justement et permet justement d'avoir et d'accéder aux autres projets derrière. Et c'est très important, oui. Oui, oui, très important. Et du coup, donc on bâtit un peu sa réputation et sa confiance sur ses liens, sur le travail qu'on fait. Est-ce que du coup il y avait une partie, vous pensez qu'il y avait une partie bouche à oreille, où en fait les gens recommandaient telle société, la vôtre par exemple dans laquelle vous travaillez, à d'autres clients, etc. Est-ce que le bouche à oreille ça fait vraiment une grosse importance? Le, dans l'artisanat, l'art voilà, où tous ces corps de métier artisans vont travailler, c'est tout a un lien. Tout a un lien. Je pense qu'il y a du coup il y a ce lien avec le client, le lien social, donc la confiance et du coup le bouche à oreille. Ouais. Et sans bouche à oreille, sans travail de qualité en amont, euh, enfin avant tout ce travail, le bouche à oreille, il n'y en a pas. Donc s'il n'y a pas de bouche à oreille, oui, les contrats, il y en a quand même beaucoup qui découlent de bouche à oreille. Mais par rapport à une qualité de travail. Autre chose, en termes de charge de travail, ça se passait comment? Est-ce que c'était déjà des longues journées? Est-ce que c'était très chargé tout au long de la journée? On doit quand même du coup se fier du coup à un calendrier, surtout quand on a des deadlines. Voilà. Donc on doit absolument avoir nos heures de travail. Bien sûr, il arrive, mais quand on aime son métier, du coup je parle toujours de ça, quand on se lève pour la passion et quand on est un bon artisan, qu'on aime son métier, et on va amener du coup un très bon produit, une très bonne qualité, et du coup on va se lever, faire son quota d'heures, on peut le dépasser d'une heure ou deux, mais on a envie de finir puisqu'on aime son travail et on aime du coup ce que le client va amener derrière en commentaire. Et il se peut qu'on fasse plus d'heures. On n'est pas obligé de les accepter, mais je trouve que quand on aime son travail et qu'on y va par passion, on peut faire le nombre d'heures de travail. Et c'était chargé, dans mon cas, c'était chargé avec l'option de venir travailler les samedis
quand on va travailler à l'étranger, on vous demande de travailler 3 mois sur un monument, on va aller travailler le dimanche après-midi, on va aller travailler jusqu'à 18h, 19h, mais on sait qu'on va rentrer et on aura eu déjà une bonne image, et ce qui permettra d'avoir le fameux bouche à oreille et de déclencher des projets positifs derrière. Et vous arriviez quand même à avoir du temps pour vous? C'était en termes de charge de travail, ça empiétait pas sur la vie personnelle, il y avait du temps quand même pour vous et votre famille? Non, alors à partir du moment, je vais dire non, oui et non, à partir du moment où on va construire sa vie de famille, il y a la vie d'artisan où on est à fond, où on est seul à travailler, on n'a pas de vie de famille, on n'a pas d'enfants, c'est différent, on peut s'y mettre corps et âme à l'intérieur et faire des heures et des heures, ce qui était mon cas au début. Si vous commencez à construire une vie de famille, vous choisissez de faire une horaire classique et de garder vos week-ends. L'artisanat, on a quand même une chance dans l'artisanat, c'est qu'on peut conserver ses week-ends et aller travailler du lundi au vendredi de 8h à 17h, 18h, et de vendredi être en week-end. Ça reste un luxe. On peut avoir ce luxe, et du coup on peut fonder sa famille en étant artisan. Okay. Et vous aimiez votre métier? À quel point c'était vraiment une passion, ou c'était plus pour vivre à la base? Comment c'était? Non, c'était avant tout une passion. Ouais. J'ai fait une école d'art parce que j'avais envie de faire ça. Donc moi je l'ai fait par passion, il n'y avait aucune... Fallait que j'y aille, la question je l'ai oubliée. Tu comprends? Non, pas de soucis, c'était à quel point c'était une passion en fait, c'était vraiment une passion. Ouais, c'était une passion, il n'y avait pas de contraintes. D'accord. Là, les contraintes, en fait, moi je les évitais, ou du coup j'évitais de les faire. Si j'avais pas envie, j'y allais. Alors, en excluant bien sûr les détails personnels, pourquoi avoir du coup changé de métier au bout de 11 ans de carrière dans ce domaine? J'ai fait, du coup, on va pas étaler là-dessus, j'ai changé de métier en voulant... le bâtiment à une époque a été remanié. Les métiers du bâtiment ont été remaniés. Mon corps de métier, du coup, il y a eu l'arrivée du placo. Du coup, cette technologie, qui était pour nous une technologie, parce qu'on ne pouvait pas reproduire un plafond, une corniche, une courbe dans le plâtre, dans la décoration. Du coup, ça fait beaucoup de mal. Moi, j'ai vécu du coup cette baisse, et il a fallu que je trouve autre chose. Les grosses entreprises sont restées, donc il y avait toujours du travail dans ce corps de métier-là. Il s'est avéré que moi j'ai fini par décorer de m'occuper de la décoration du Georges V, le Four Seasons aujourd'hui. Et je suis parti à ce moment-là parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui commençaient à remplacer nos plafonds par le placo-plâtre. Et je suis parti dans une autre direction. Effectivement, j'ai travaillé dans l'aviation. Oui. Ça a été un break, alors peut-être utile, mais je suis revenu à ma passion et au métier d'art. Et tout a découlé quand même du fait d'avoir été dans cette école d'art. Il a fallu que je replonge dans l'art, et du coup j'y suis toujours. Ouais, merci. Est-ce que vous auriez un conseil pour les jeunes, pour ceux qui voudraient se lancer dans ce genre de métier, ou même dans l'artisanat du bâtiment de manière globale, quelques conseils sur comment gérer sa vie, sa charge de travail, comment s'en sortir du mieux possible dans ce métier-là, dans ces domaines-là? Alors il est boudé. C'est un sujet quand même qui est très délicat, parce qu'il est boudé, on ne va pas le vanter, on va pas vanter ses métiers. J'avais un beau métier. Mon métier, je le valoriserais. Je dirais d'y aller, puisque pour celui qui veut créer, et du coup on peut aller du dessin, de faire ses croquis, jusqu'à réaliser les croquis, les plans, de les mettre en œuvre et d'aller les poser directement sur les chantiers, dans les monuments, les grands hôtels parisiens. Moi je dirais que mon métier, ou l'artisanat en général, il est boudé parce qu'on dit tu vas pas faire ça, tu vas plus aller faire un autre métier où tu vas gagner ton salaire.
on se cache en fait les salaires du bâtiment. On peut parler avec un maçon qui ne va pas avoir peur d'aller travailler. Mon métier de décorateur, enfin de staffeur ornemaniste, qui pouvait aller dans la décoration, dans l'architecture et tout ça. Et en fait, c'est le métier de création. Donc celui qu'on va empêcher d'aller dessiner. Ne dessine pas sur tes cahiers ou quoi que ce soit. Moi, je dirais qu'il faut du coup y aller. La peur de se dire tu vas être mis de côté parce que tu fais pas le métier en cravate ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Du coup, c'est un monde particulier. Moi, je dis qu'il faudrait renverser la machine et revaloriser tous ces métiers. D'ailleurs, il y a les écoles, les CFA, les alternances qui se renforcent. On crée beaucoup d'écoles autour déjà des diplômes qu'on peut avoir très rapidement aussi. On n'est pas obligé d'attendre 3 ans pour avoir un diplôme aujourd'hui. Des formations. Moi, je fais des formations dans ce que je fais aujourd'hui, mais on peut faire des formations rapides, des stages. Commencer par les stages. Et la motivation, pour moi, je la donnerais au niveau du salaire, parce qu'en fait, on serait très surpris des salaires qu'on peut imaginer aujourd'hui dans le bâtiment si on veut vraiment se sortir du lot. Voilà, être un bon artisan reconnu qui va voir sa clientèle, et qu'on parlait tout à l'heure, d'avoir une bonne image, parce que du coup le but c'est quoi? C'est d'aller à l'école, oui, c'est d'aller travailler pour quelqu'un, oui, pour faire ses armes, mais il y aurait un but, c'est quand même d'aller avoir ses propres clients après, et là, à partir de ce moment-là, ça vaut quand même, ça vaut le coup d'essayer au moins, d'essayer ces corps de métier. Et je vanterai toujours moi jusqu'à présent l'artisanat, parce que c'est ce qui construit quand même notre société, notre monde depuis toujours. C'est clair. Pour conclure, dernière petite chose, comme je vous ai expliqué un peu l'objectif de Compagnon Nation, un petit avis là-dessus. Un petit avis. Alors, Compagnon Nation, celle-là, je ne l'avais pas vu venir. Non, Compagnon Nation, du coup, moi, n'étant pas dans les réseaux, à avoir une idée particulière sur la création de ces réseaux et du coup ces contenus, et je veux du coup donner la chance du coup à Compagnon de Nation plutôt que d'autres, parce que du coup j'ai eu des bons arguments. J'ai eu des bons arguments parce que pour moi justement ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est que dedans il y aura une relation client avec l'artisan où on pourra discuter s'il y a problème. Je pense que du coup si on est sur ce genre de plateforme, j'ai pas l'habitude de promotionner, mais du coup celle-là je vais le faire, mais on aura cet avantage de discussion et de savoir en fait qu'est-ce qu'on a au bout, ce qu'aujourd'hui on perd et ce que d'autres plateformes n'ont pas spécialement, puisqu'on travaille sur du gros en fait, sur la masse, et on ne sait pas quel artisan on a pris, quel client, et là l'intérêt et l'avantage de Compagnon Nation tel que tu me l'as amené, c'est d'avoir une relation s'il y a problème, et d'avoir quelqu'un au bout du fil. Moi, voilà, je reproche aujourd'hui tous ces réseaux et toutes ces plateformes où on ne peut plus en fait. On ne peut pas avoir quelqu'un au bout, on ne peut pas avoir de recours, on ne peut pas avoir de... Et je pense que l'avantage de Compagnon Nation, c'est ça, pour moi, un des grands points forts. Et d'aller surtout chercher le bon artisan, passionné, et pas, enfin de faire un tri dans les artisans. Et du coup de n'amener que sur cette plateforme, je ne sais pas si on peut dire une plateforme, des artisans triés pour la qualité, d'avoir fait un tracé sur leur travail, et du coup d'amener à un client qui va se dire j'ai qui en face de moi, et qu'il aura du coup les réponses de qui il a en face de lui et qui va travailler pour lui. Je trouve que ces deux points là déjà, c'est voilà, c'est très, très positif. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci pour tout. On a fini.